Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on va parler de la Super League et pourquoi c'est un énorme fiasco. Donc il y a une énorme crise dans le monde du football depuis l'éclatement du Covid. Cette crise, c'est que justement, beaucoup de clubs sportifs sont incapables d'honorer leurs engagements. Et ici, vous voyez, c'est un article, une tribune de Pascal Perry, c'est un économiste, et il dit la chose suivante, il dit le foot français est confronté à un risque systémique. Les fonds propres, c'est quoi les fonds propres? C'est les capitaux dont dispose une boîte, d'accord? Et donc, les fonds propres sont les capitaux permanents de l'entreprise. Et les clubs de foot en sont dépourvus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de cash, ils n'ont pas assez d'argent. Et généralement, ils dépendent de quoi? Ils dépendent des revenus encaissés. Les billets, les droits TV, les droits commerciaux, les t-shirts et compagnie. Et comme on a eu cette crise et que personne ne s'y attendait, ça a plongé le foot dans un état de quasi-catastrophe. Et on se retrouve dans une situation où très peu de clubs seront capables finalement de faire face à leurs engagements. Et on a même des clubs de foot qui sont au bord de la faillite, voire certains qui le sont déjà. Et ici, vous avez les grands clubs, d'accord, les plus grands clubs, qui ont dit ok, il y a une crise, il y a une grosse crise, il y a une solution. La solution, c'est de créer la Super League. Et alors après, bon, bien évidemment, je vais revenir dessus, mais la Super League, vous avez le patron du Real, d'accord, c'est le big boss du club le plus prestigieux au monde avec Barça, voilà. Et c'est un milliardaire, le club le plus puissant au monde, et il s'est mouillé dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le foot doit changer. Nous sommes tous ruinés. Vous imaginez? Nous sommes tous ruinés. Les jeunes ne sont plus intéressés par le football. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matchs de faible niveau et ça ne les intéresse plus. Ils ont d'autres plateformes pour se distraire maintenant. Et il a totalement raison. Il a totalement raison. C'est-à-dire que le foot aujourd'hui est de plus en plus concurrencé. Il y a même le basket qui le concurrence en Europe. Il y a les jeux, il y a les cryptos, il y a YouTube, il y a plein de choses. Donc en fait, le foot, il faut le voir comme un divertissement. Et aujourd'hui, le foot est en état de... Voilà, il est sur la fin, d'accord? Soit le foot est capable de se renouveler, donc le foot doit changer, soit il ne va pas survivre. Donc, ici, encore une fois, c'est un PDG qui raisonne de manière rationnelle, de manière froide, et il impose quelque chose. Il dit, OK, tous les petits clubs, on les dégage, d'accord? On garde que les gros clubs, et le reste, on s'en fiche. Comme ça, on survit, on a un modèle à l'américaine, et on permet justement d'assurer nos besoins. Alors bien évidemment, vous avez vu, il y avait une autre solution. C'était celle de Perry qui était de dire il faut baisser les salaires. Mais est-ce que ça va vraiment régler le problème? La réponse est non. C'est-à-dire, de toutes les manières, les grands joueurs, ils ont un marketing, etc. Et le salaire, généralement, c'est même plus aujourd'hui, je prends le cas de Ronaldo, c'est même plus le gros de sa rémunération. Et vous avez les petits joueurs qui galèrent, etc., les petits clubs qui galèrent. Et quelque part, ces clubs ne sont pas aujourd'hui adaptés à la nouvelle donne. Donc on est en train de vivre un changement énorme. Et moi, parmi mes étudiants, j'ai des footballeurs et vraiment bon courage. Et j'ai un étudiant qui disait, voilà, on pense que les footballeurs gagnent des millions, etc. Et c'est pas vrai, on se bat, etc. Et c'est pas évident. Et je le crois. Je pense qu'on est au début d'un autre monde. Il y a beaucoup de domaines qui ont disparu, beaucoup de secteurs qui ont disparu, il y en a d'autres qui vont émerger. Et en fait, cet appel de Florentino Pérez, c'est juste du bon sens. D'accord? Donc pour moi, perso, ça ne me choque pas du tout. Maintenant, avec le Covid, on parle d'une baisse des recettes de 2 milliards d'euros. Vous voyez ici, ce sont les principaux clubs de foot, le top 20.
Et vous voyez les revenus qui ont baissé par rapport à 2018-2019 de 15%, 6% pour le Real Madrid, 19% pour Manchester United, 8%, 11% pour Manchester City, pour le PSG, moins 15%. Et bien sûr, on évalue cette baisse des revenus à environ 2 milliards d'euros, ce qui est beaucoup, et ce n'est que le début. Parce que non seulement il y a eu ce choc, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les vaccins, on n'est pas encore sorti de la crise. Donc vous avez ce choc qui continue. Vous avez également l'évolution, c'est-à-dire le marché évolue, hein, les gens ils vont vers d'autres divertissements, etc. Et vous avez une situation où beaucoup de clubs survivent et ne sont pas au top niveau. Et la stratégie aujourd'hui, c'est de dire éliminons les petits clubs et mettons en avant les grands clubs. Mais, bien évidemment, ça paraît logique, ça paraît cohérent, mais ça a soulevé un tollé général. Pourquoi? Parce qu'on touche à quelque chose de très, très sensible. D'accord? C'est la méritocratie, c'est la justice, c'est on veut qu'un petit club puisse réussir. Et je suis totalement en phase avec ce raisonnement. Je ne vois pas pourquoi le PSG ou le Real Madrid ou le Barça auraient des droits que les autres n'ont pas. D'accord? Et donc, ce n'est pas juste. Et c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à manifester. Vous voyez ici les supporters de Chelsea qui écrivent Super Greed, Blue Money, voilà, Money can't buy fans. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations énormes en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a arrêté, voilà, il y a eu la saison noire et super ridicule. Le château de cartes, la presse européenne raille et enterre la Super League. La Super League est morte. Pourquoi? Retrait de 6 clubs anglais. Parce qu'il y a eu de telles manifestations, il y a eu un tel rejet de la part des fans que les clubs anglais ont été obligés de faire marche arrière. C'est intéressant parce que, encore une fois, pour ceux qui ont déjà été en Angleterre, les Anglais sont fans de sport et de foot en particulier. Et encore une fois, vraiment le principe du foot, c'est ça, c'est qu'il y a tout un écosystème, il y a des gens qui viennent, pas nécessairement, mais souvent de quartiers défavorisés, et puis ensuite ils deviennent des méga stars. Donc il y a toute une dynamique, comment dirais-je, plein d'histoires autour du foot. Et donc détruire ce rêve en disant, voilà, les petits n'existent pas et il n'y a que les gros, on voit ici que les gens n'ont pas accepté et les fans ont rejeté ça. Tous les journaux super ridiculo, la Superliga de Todos, c'est-à-dire entre nous. Et on voit bien que ça a vraiment été très très loin. La colère des supporters, le Daily Mirror qui proclame la victoire des fans. Et il y a Gary Lineker qui a cette formule qui est très belle, le sport du peuple sauvé par le peuple. The people's game saved by the people. Donc on voit qu'il y a eu un tollé général par rapport à tout ça. Alors, ici, donc on a effectivement le désistement des clubs anglais qui sonne la fin. Il y a un article que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial et je voulais le partager avec vous parce que ça fait partie un peu de la manière dont je vois les choses. Alors c'est un article qui a été écrit par un philosophe, Koenig, Gaspard Koenig. Il est libéral, bon. Et ici, c'est très intéressant parce que je vais partager avec vous quelques grandes idées et ensuite je vais vous donner mon avis. Donc, la Super League, c'est une fondation par 12 clubs européens. On a eu des réactions d'une virulence et d'une unanimité rare, c'est-à-dire tous les hommes politiques, les gens ont rejeté cette Super League. Les supporters, le président français, le prince William, et tous ont dénoncé finalement ce système qui est un système de copinage. D'accord? Et donc, l'idée du Real Madrid et des autres clubs, c'était de créer une Super League fermée avec de top clubs. Et donc, quelque part, il y a des membres permanents. Il n'y a pas de relégation possible. C'est les mêmes clubs qui restent. Et à partir de là, on a une présélection des sportifs.
mais ça n'a rien de sportif. Et bien sûr, l'idée, c'est quoi? C'est comment survivre face à la crise. Donc, ça explique un petit peu tout ça. Et alors là, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé ce point de vue parce qu'encore une fois, je le partage. Ici, c'est vrai que aujourd'hui, on a en permanence de l'innovation. C'est-à-dire, il y a des boîtes qui existaient auparavant, je ne sais pas moi, Nokia, dans le domaine du portable, du téléphone mobile, qui aujourd'hui n'existe plus, qui a été bouffé par Apple et Samsung et compagnie. Et donc, il y a cette phrase de Schumpeter qui compare la société à un hôtel où le passage est permanent. On a les innovateurs, les gens qui ont de nouvelles idées, qui vont apporter de nouvelles choses, etc., qui vont prendre la place des rentiers avant d'être eux-mêmes expulsés par les nouveaux arrivants. Regardez, moi je suis sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube, on a 47 millions de vues. Alors, bien sûr, on n'est pas un gros média, etc., mais c'est énorme dans le domaine économique, surtout dans... Voilà, j'ai un public francophone et l'économie, c'est pas vraiment le truc qu'on adore. Et bien sûr, j'aurais pu effectivement rester dans le sillage des chaînes classiques. Mais dès le départ, je me suis dit, je m'en fiche des chaînes classiques. Parce que j'ai un ami qui me disait, mais Tammy, mais pourquoi tu fais pas ci? Je lui dis, je m'en fiche. Parce que, en fait, il y a un truc beaucoup plus puissant. YouTube, tu partages ton avis, tu n'es pas interrompu toutes les secondes. Tu partages vraiment une opinion. Et c'est vraiment fort. Tu crées une communauté, etc., etc., etc. Et on est un peu les youtubeurs de l'économie, etc. On est un peu des nouveaux arrivants. On est un peu des gens qui ont innové, qui ont vu un peu comment éduquer, comment partager des connaissances, etc. Et on a pris la place de médias classiques. Et les médias classiques, ils regardent ça et se disent qu'est-ce qui se passe, et ils savent qu'ils doivent s'adapter. Alors ils s'adaptent très bien. Et ils font les choses très très bien. Et c'est pour ça qu'ils sont à fond sur YouTube. Ils vont tous publier sur YouTube, etc. Parce qu'ils savent que c'est la télé de demain. Donc, la société, c'est un hôtel où le passage est permanent. On a des innovateurs qui prennent la place des rentiers avant d'être eux-mêmes expulsés par les nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, ceux qui ont réussi très bien, notamment dans le domaine du foot, ils savent qu'il y a un danger. Et comme ils savent qu'il y a un danger, ils se disent on va se protéger un maximum. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent refermer la porte derrière eux et dire c'est fini. Et autre point intéressant, on en arrive à finalement, il y a deux concepts qui sont très très importants. Il y a le concept de justice, d'accord? Tu vis dans un pays, tu n'aimes pas être traité de manière injuste. Tu aimes qu'on te respecte, tu aimes avoir des droits, tu aimes pouvoir effectivement, tu veux pas que finalement on te méprise ou qu'on te traite de manière injuste. D'accord? Donc le concept de justice, il est très important. C'est à cause de ça qu'on a des révolutions. Quand les gens sentent que la situation ne leur est pas favorable, il y a des révolutions. D'accord? On coupe des têtes, on manifeste dans la rue, etc. Parce que justement, ce concept de justice n'est pas respecté. Il ne faut pas confondre la justice et l'égalité. D'accord? L'égalité, c'est on est tous au même niveau. La justice, c'est il y a des règles et elles sont respectées et elles sont considérées comme étant correctes. Et à partir de là, il faut juste appliquer les règles. Et c'est un peu le principe du libéralisme. Le libéralisme prône l'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la meilleure manière d'avoir des résultats? Quelle est l'approche économique la plus efficace? Et donc, bien évidemment, éliminer les règles, faire en sorte que les gens puissent entreprendre, avoir un marché du travail flexible, etc., avec comme résultat la croissance, la baisse du chômage, etc., etc. D'accord? Donc, deux concepts très, très, très importants. Si on considère que le système est juste et efficace, on est bien d'accord que pour nous, c'est le meilleur système. Alors pourquoi, justement, pourquoi cette histoire a choqué le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. En France, on a une étude
de l'Institut des politiques publiques qui dénonce la faiblesse endémique de la diversité. Alors, en fait, le manque de diversité dans les grandes écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les grandes écoles, dans les 10% de top business school les plus sélectives, les enfants d'ouvriers et de chômeurs représentent 5% des effectifs et 80% ce sont des CSP+, c'est-à-dire catégories socio-professionnelles supérieures. Donc on est bien d'accord que tu es fils d'ouvrier, tu es fils de chômeur, tes chances de réussir ne sont pas élevées. Et on en revient à ce concept de justice. D'accord? Et bien sûr, il y a un concours, bien sûr que les gens qui font des grandes écoles sont brillants, ce sont des travailleurs, ce sont des gens sérieux, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais ils ont également la chance d'être bien nés, d'avoir grandi dans un milieu favorisé. Et donc à partir de là, la justice, elle est tolérable si tout le monde a les mêmes chances. Mais là, on constate que dans, par exemple, le domaine des études en France, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de rejet, un sentiment de dégoût à l'égard des élites. C'est que ce sentiment de justice n'existe pas. On a l'impression que ce n'est pas vraiment juste, d'accord? C'est que ce sont toujours les mêmes qui s'enrichissent, qui rentrent dans les grandes écoles, et on a une reproduction qui se perpétue, et finalement les pauvres restent pauvres, et les riches deviennent plus riches et s'accaparent encore plus de choses. Et donc, l'indignation ici, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et le foot, ça va au-delà du foot, c'est qu'ils veulent de la justice. C'est-à-dire que, bien sûr que sur le papier, il y a une crise du foot, il y a des clubs de foot qui sont en difficulté, il y a plein de choses, très bien. Mais les gens, ils veulent quoi? Ils veulent de la justice. Et le rejet, ce n'est pas le fric, c'est je veux moi aussi avoir ma chance, je veux que mon petit club, il ait sa chance. Pourquoi mon petit club, pourquoi il n'a pas les mêmes chances que le PSG? Alors le PSG, on sait, il y a plein de pognon, ils ont pris les meilleurs joueurs, ils ont des gros actionnaires, ils ont les poches profondes, ils peuvent se permettre. Mais on a un petit club et on veut que ce petit club également cartonne. Et vous voyez encore une fois pourquoi, finalement, ce concept de Super League n'était pas mauvais en soi. Et il était même fait pour se protéger. D'accord? Parce que regardez par exemple en France, quand on prend le CAC 40, on va voir qu'il y a énormément de personnes diplômées de Polytechnique, de l'ENA, de HEC, la grande majorité. D'accord? C'est quasiment un système consanguin. Tu n'as pas fait Polytechnique, l'ENA, HEC, tu n'as quasiment aucune chance d'être un patron du CAC 40. Et encore une fois, il n'y a pas de souci, d'accord? Polytechniques sont brillants, les énarques sont brillants, HEC également, mais il y a des gens qui n'ont pas fait l'ENA, qui n'ont pas fait Polytechnique, qui n'ont pas fait HEC et qui sont extrêmement brillants. Et c'est ce qu'on a voulu faire passer comme message à travers finalement ces manifestations monstres, c'était de dire, nous aussi, on veut agir, nous aussi, on veut réussir. Et je vais conclure cette vidéo par la chose suivante. Alors, moi, je ne suis pas un fan de foot. Je vais peut-être en dégoûter beaucoup, mais je ne suis pas du tout un fan de foot. Je sais que le foot, beaucoup de gens sont méga fans et consacrent les plus belles années de leur vie à être derrière un club, à l'encourager. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube, qui sont à fond sur ça. Et je le respecte, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille que j'adore, qui est très proche, qui est un fan de foot. Moi, je m'en fiche du foot. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Beaucoup de gens basent leur bonheur, d'accord, sur un résultat. C'est-à-dire, mon bonheur dépend d'un résultat. Le résultat, c'est mon équipe qui va bien jouer, qui va mal jouer. Mais à un certain moment, c'est une énorme erreur parce que votre bonheur, ce n'est pas une équipe qui va le déterminer, c'est vous-même. Et donc, beaucoup de gens perdent trop de temps et passent par des ascenseurs émotionnels au lieu de se dire « Ok, je regarde un match de foot comme je le fais. Je regarde de temps en temps des matchs de foot. J'aime bien regarder le foot, mais j'en fais pas une obsession. Pour moi, regarder un match de foot ou pas, je m'en fiche.
D'accord? Et je préfère être acteur de ma vie. Et beaucoup de joueurs, et moi je me souviens, j'avais été voir un match du Classico, Barça versus Real Madrid. Et le billet pour ce match, c'était 1000 euros, quelque chose comme ça, quoi. Tu te dis merde. Et tu voyais les gars, tu voyais bien qu'ils roulaient pas sur l'or, c'était pas des gens qui étaient voilà, multimillionnaires, etc. Et tu disais punaise, tu payes 1000 euros pour voir un match entre 22 personnes qui sont des multimillionnaires, c'est du gros n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que là, on n'est plus dans de la logique, on est dans de la pure émotion, de la pure folie. C'est-à-dire, les gars, pour eux, l'équipe, c'est leur vie. D'accord? Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à bannir. C'est-à-dire, et j'espère à travers cette vidéo faire passer un message. Je sais que je ne vais pas changer tout le monde. J'espère en changer quelques-uns. Soyez l'acteur de votre vie, ne soyez pas le spectateur d'une équipe de foot. C'est le plus important. En attendant, les amis, n'oubliez pas d'agir, de mettre un max de commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!